à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de Parlons de votre mental. C'est exactement le 67e épisode depuis que j'ai créé le podcast en février 2021 et je suis très content aujourd'hui de pouvoir recevoir Mariam Gadri qui est écrivaine, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Journal pour les hypersensibles aux éditions Hachette Pratique, mais qui est également coach en développement personnel et qui, il y a 1 ou 2 semaines, vient de créer un super podcast que je vous invite à aller découvrir et écouter, qui s'appelle L'école de la vie. Salut Mariam. Salut Sébastien, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'est tout le plaisir est pour moi. Donc comment j'ai connu Mariam? Tout simplement sur les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, ça peut être dans un bon sens et dans le mauvais, mais en tout cas, moi, je le prends souvent du côté du bon. Et j'ai eu la chance de découvrir Mariam sur ses réseaux sociaux, Instagram d'abord et puis TikTok après. Elle est très inspirante, nous fait passer des messages avec beaucoup de positivité et amène à se poser des questions. Et puis, de fil en aiguille, d'échange en échange, j'ai pris mon courage à deux mains et puis voilà, je suis allé interagir avec elle et puis elle a gentiment accepté de se prêter au jeu des questions-réponses dans le podcast Parlons de votre mental. Et j'en suis très honoré. Merci beaucoup encore, Mariam. Merci à toi, merci, ça me fait vraiment plaisir. Alors Mariam, on a pour habitude dans le podcast, dans cette saison 2, de faire un petit portrait chinois. Et si tu en es d'accord, du coup, on peut commencer par ça. Avec plaisir. C'est parti. Alors, il faut juste que je retrouve ma grande liste de questions du portrait chinois. Ça manque pas. J'essaye de les varier au fur et à mesure. Si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Alors, ça c'est une bonne question. Je dirais que je choisirais le blanc, je pense. J'aime beaucoup le blanc. Je trouve que c'est une couleur qui évoque vraiment l'innocence, la pureté. En fait, ça évoque beaucoup l'apaisement pour moi, le blanc. Donc, je pense que je choisirais cette couleur, ouais. Ok pour le blanc. C'est une très très belle couleur. Ça me fait penser aux marguerites en ce moment, aux roses blanches. Oui. Ouais, c'est joli. Si tu devais choisir un livre pour emporter avec toi en vacances, lequel choisirais-tu? J'aime beaucoup cette question. Surtout que de toute façon, j'emporte toujours plein de livres en vacances. Mais s'il y en avait un que je devais choisir en particulier, ce serait Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ah oui, il est super ce livre. Il est tellement super que je l'ai en 2 exemplaires, je sais pas pourquoi. Moi aussi. Sans m'en rendre compte. Ouais, il est génial. Si tu devais choisir une fleur, laquelle choisirais-tu? Ah, c'est une bonne question ça. Une fleur... Oh, je dirais... J'aime beaucoup les roses, mais c'est un petit peu la réponse bateau, mais j'aime beaucoup les roses, donc je vais dire les roses. Validé. Et une couleur spécifique pour tes roses? Une rose. J'aime beaucoup les roses. Rose clair, je trouve ça super beau. Et pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais le rose clair, c'est une couleur, d'ailleurs je crois que c'est prouvé scientifiquement, mais le rose clair, c'est une couleur qui m'évoque beaucoup l'apaisement. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette couleur qui m'apaise beaucoup. Le blanc ou le rose clair, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Question suivante. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu et pourquoi? Un objet? Ah, ça c'est une question que je choisirais. Ah, je sais. Je choisirais un journal. Un journal. Un journal. Et je le choisirais parce que je trouve que c'est important d'avoir un espace où exprimer ses émotions, ses pensées. Et le journal, c'est un objet
inanimé, mais qui permet d'avoir une sorte de refuge, sans jugement, neutre en fait, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir. Donc s'il y avait un objet que je devais choisir, et que par exemple je puisse emporter avec moi ou que j'aille, ce serait un journal d'écriture, quoi, un carnet. Ok, et tu écris beaucoup? Ouais, j'écris beaucoup, ouais. J'essaye d'écrire tous les jours sur mon journal. Ah non, c'est juste que je trouve que c'est important d'écrire, que ce soit ses pensées, ses expériences, toutes sortes de choses que, tu vois, si je remarque par exemple quelque chose à l'intérieur de moi ou un comportement que j'ai eu et que j'ai besoin de le processer, de l'analyser ou de le comprendre, je vais l'écrire, je vais essayer de pas contrôler ce que j'écris pour vraiment aller un peu plus loin dans mon subconscient et identifier certaines choses que j'ai pas forcément identifiées consciemment. Pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de très efficace à ce niveau-là. Ok, je comprends. Si tu devais choisir une innovation, laquelle choisirais-tu? Une innovation? Par exemple, si je devais inventer une Une innovation, ouais, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis très longtemps, enfin, en fin de compte, quoi. C'est quelque chose qui a pu changer notre vie. Donc, il y a beaucoup d'invités qui choisissent le téléphone portable, d'autres le satellite, d'autres... j'ai eu plein de choses. Moi, je choisirais le téléphone portable également parce que je trouve que ça nous permet quand même... Bon, après, il y a énormément de choses à dire là-dessus avec les réseaux sociaux, etc. Mais ça nous permet quand même de rester assez connectés les uns aux autres, même à des milliers de kilomètres. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire comme possibilité qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est incroyable d'être connecté alors qu'il y en a d'autres qui sont dans d'autres pays très, 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 très loin. C'est clair. Tu devais choisir une planète. Laquelle choisirais-tu? Je choisirais la Terre. Hein. La Terre. Moi, je trouve qu'on a une planète incroyable. C'est vraiment... Je trouve ça... Franchement, je trouve ça fascinant quand je pense à la Terre et à toutes les ressources qu'on a sur notre planète. Malheureusement, on n'en prend pas assez soin, mais c'est une planète incroyable. Il y a une intelligence fascinante dans notre planète, une harmonie. Enfin voilà, la nature, elle est extraordinaire sur cette planète. Donc je choisirais la planète Terre. Tu as bien raison, c'est une belle planète. Il faut juste en prendre soin et que les gens prennent conscience qu'il faut prendre soin de cette belle planète. C'est clair. Si tu devais choisir un vêtement, quel choisirais-tu? Un vêtement, je choisirais un jogging ou un vêtement de sport. Un vêtement, un jogging, je pense, qui soit confortable. Moi, je privilégie beaucoup le confort. D'ailleurs, peut-être parfois un peu trop, mais je trouve que c'est hyper important d'être confortable dans ses vêtements. En même temps, pour moi, c'est important. Ouais. Donc, je choisirais un vêtement où je me sens confortable, un jogging ou un pantalon un petit peu large, quelque chose comme ça, quoi. Oui, quelque chose où tu te sens bien, en fait. Ouais, voilà. Si tu devais choisir une qualité qui te caractérise le plus? Oh, waouh, ça c'est une bonne question. On m'a pas posé cette question. Je sais pas si on m'a déjà posé cette question d'ailleurs. L'empathie. Franchement, sans hésiter, je pense. Ouais, je confirme. L'empathie. Merci. Si tu devais choisir un mot? Juste un mot comme ça, sans raison particulière. Un mot qui te vient, un mot qui résonne en toi, un mot qui... Lumière. Quoi, la lumière? Je trouve que c'est un mot qui a des... C'est un mot qui a une fréquence vibratoire élevée, je trouve. C'est un mot qui a de bonnes vibrations, qui dégage quelque chose de positif. Donc j'aime bien ce mot. Lumière, ouais. Ok, ça me va aussi, la lumière. De toute façon, vivant à Paris, on aime bien quand il y a du soleil, donc quand il y a de la lumière, ça... Ouais, c'est clair. Voilà, en tout cas, la lumière, c'est fabuleux, quoi. Le soleil, la lumière, c'est clair. C'est plein d'énergie, en fait. Ouais, c'est vrai. Prochaine question, le moment de la journée que tu préfères? Le matin, j'aime beaucoup le matin. Le matin très tôt. Et pourquoi? Je trouve que le matin très tôt, il y a quelque chose d'assez agréable, c'est que
surtout quand on sait que la plupart des gens sont endormis, il y a une sorte d'intimité le matin, d'espace assez privilégié qu'on peut expérimenter et qu'on n'a pas le reste de la journée où tout va très vite, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de demandes, où on a l'impression de pas pouvoir trouver un moment pour nous. Le matin, c'est un moment, vraiment le matin tôt, c'est un moment où on peut se retrouver, se reconnecter à soi, donc j'aime bien ce moment-là. On reste sur le moment de la journée, mais là, on est encore sur quelque chose qui va on va dire, qui s'y ressemble. C'est, quelle est ta saison préférée de l'année? Ma saison préférée, c'est le printemps, le printemps ou l'été, franchement, l'un ou l'autre, ouais. Je dirais le printemps. J'aime bien le printemps, ouais. Et pourquoi? J'aime bien le printemps parce que je trouve que c'est synonyme de renouveau, je trouve que le printemps, c'est rempli d'espoir, c'est vraiment une sorte ouais, je sais pas, ça me fait penser à une métamorphose, à un renouveau, à une renaissance, et j'aime bien ce côté-là. Oui, c'est exactement ça, hein, au printemps. Oui, c'est ça, oui. C'est là où les fleurs jaillissent, les arbres renaissent. Voilà, il y a plein de choses de ce type-là, quoi. Alors, allez, une petite dernière. Ouais. Si tu devais choisir un plat cuisiné, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors, un plat que moi je cuisine ou un plat, juste un plat? Non, après ça peut être un plat que tu cuisines, hein, je te laisse le choix, mais en tout cas un plat qui fait sens, hein. Un plat qui fait sens pour toi, quelque chose que tu aimes bien en général manger. Alors, il y en a pas mal, hein. Mais je vais te dire, j'adore les pâtes à la truffe. C'est vraiment mon plat, j'aime trop ça. Donc Okay. je dirais, ouais, les pâtes à la truffe. Les pâtes à la truffe, on n'avait pas sorti ça encore. Et si, ouais. ok, une fois que tu as mangé tes pâtes à la truffe, ton dessert préféré, c'est quoi? C'est la tarte au citron meringuée, ça j'adore. C'est vraiment mon dessert préféré. Bon, bah super, on a fait le portrait chinois. On va pouvoir, on arrive à mieux te cerner maintenant, qu'on te connaît un petit peu mieux. Tu as fait ton tour d'échauffement. On va rentrer dans le vif du sujet, dans le podcast, parlons de votre mental. Et on va commencer par ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors mon parcours, c'est que en fait j'ai grandi à Paris. Je suis restée à Paris jusqu'au lycée et je suis sortie du lycée et je suis allée étudier à Londres dans une université qui s'appelle UCL, enfin ça c'est University College London, c'est UCL. Et donc c'est une université une université qui c'est un peu comme une fac, je pense, enfin voilà, avec pas mal de sujets enseignés. Et donc moi j'ai fait un bachelor là-bas d'économie et business. Donc je suis restée 3 ans à Londres. Après quand je suis revenue à Paris, je voulais travailler très vite, hein. Je voulais commencer vraiment à travailler. J'étais pas dans une optique où je voulais faire forcément un master, même si à Londres les masters ils durent 1 an, donc c'est assez rapide. Mais j'étais très pressée de commencer à acquérir de l'expérience professionnelle. Donc j'ai cherché un job à Paris. C'était très compliqué pour en trouver parce que on est très porté, je pense, sur les études et je pense qu'on a l'habitude en France de faire de très grandes études. Et du coup, j'ai commencé à chercher à l'étranger. J'ai trouvé un très bon job en Irlande, à Dublin, dans une entreprise américaine. Et donc je suis restée à Dublin presque 1 an dans cette entreprise qui s'appelle Gerson Lehrman Group. Et donc c'était une expérience vraiment super. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'arrivais plus en fait à m'épanouir, à apprendre et à être stimulée dans mon job. Et donc après ça a été une expérience incroyable humainement. Enfin, j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi épanouissant. J'ai fait des rencontres mais vraiment vraiment incroyables, que ce soit à Londres ou à Dublin d'ailleurs. Ça m'a totalement ouvert l'esprit et ça m'a vraiment éveillée à plein de niveaux. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de revenir à Paris. Et à Paris, j'ai commencé un nouveau job dans un cabinet de conseil digital en tant que business manager. Et donc, j'ai fait ce job pendant
un petit bout de temps, je crois, je me rappelle plus exactement combien de temps, presque 1 an. Après, j'ai commencé ça n'allait plus pour différentes raisons. Et je me sentais pas à ma place en fait dans ce travail-là, parce que humainement justement il y avait pas vraiment mes valeurs. Je ressentais pas je sentais que j'étais pas alignée entre mon environnement de travail et mes valeurs personnelles. Donc je suis partie, j'ai trouvé un nouveau job en tant que Chief Happiness Officer. C'est un job très américain, enfin on le voit beaucoup aux États-Unis, mais en France pas trop. C'est vraiment un job qui consiste à s'occuper du bien-être des employés, de leur épanouissement. Moi, dans mon cas, j'avais vraiment une casquette aussi RH où je recrutais beaucoup. J'étais totalement en charge du recrutement, des événements, de l'animation des équipes, etc. Et donc, c'était dans une entreprise dans le digital aussi, une entreprise d'une centaine de personnes. Et donc, je suis restée là-bas presque 2 ans. Ça m'a beaucoup plu au début, c'était vraiment super. Et puis après, en fait, je suis arrivée en burn-out total à la fin. Je savais plus où était ma place. Enfin, je me sentais vraiment plus du tout. Je me sentais plus épanouie. Pour différentes raisons, sans vouloir, mettre la faute sur qui que ce soit. Mais c'est vrai que l'environnement de travail était assez malsain pour différentes raisons. Et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais pas en fait rester dans cet environnement-là, sinon j'allais vraiment me détruire psychologiquement. Et même physiquement, ça avait vraiment pris une ampleur assez importante pour moi. Et donc j'ai décidé de partir. J'avais pas vraiment de plan précis. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je me suis dit que si je prenais pas de risque maintenant, je prendrais jamais de risque dans ma vie. Donc à ce moment-là, quand je suis partie, j'avais 25 ans. Donc je me suis dit t'as 25 ans, t'es relativement jeune, t'as pas d'enfants, t'as pas de famille, tu peux vraiment essayer de faire quelque chose qui soit un petit peu plus risqué, quitte à te casser la figure, on va dire, et te tromper et puis revenir peut-être en arrière. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre du temps pour découvrir ce que je voulais faire de ma vie. En fait, j'étais totalement perdue pendant quelques mois. J'ai même fait une petite dépression. Je savais plus du tout où j'en étais. Et puis finalement, je me suis dit que j'ai toujours su que je voulais faire du développement personnel. Je savais pas comment. J'ai testé tellement de choses différentes. J'avais créé une plateforme sur Instagram de santé mentale. Mais j'avais pas vraiment de visibilité en fait, et c'était un peu décourageant pour moi au début. Puis après je me suis dit écoute, lance-toi, fais des vidéos. Et puis au début j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, et en fait les messages que je faisais passer, c'était des messages que moi-même j'avais besoin d'entendre, parce que j'allais pas très bien en fait au début quand j'ai commencé à faire ça. Et puis petit à petit j'ai commencé à faire passer de plus en plus de messages. Et je me suis intéressée au coaching parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait énormément et que je faisais déjà dans mon ancien job de Chief Happiness Officer auprès des équipes. Et donc j'ai fait une formation de coach en transformation. J'ai commencé à vraiment de toute façon, j'ai toujours été passionnée du sujet, donc j'ai toujours lu énormément de livres, écouté énormément de podcasts, de vidéos, de contenus, d'articles sur le sujet de la psychologie et du développement personnel. Et donc voilà, la plateforme s'est un peu développée sur TikTok, sur Instagram, petit à petit sur YouTube aussi. Et puis j'ai écrit un petit journal justement qui est plus un outil de développement personnel pour les hypersensibles avec la Maison Hachette. J'ai lancé mon podcast. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui se sont qui ont avancé comme ça et qui se sont créées petit à petit. Et vraiment, je suis super contente aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose qui me passionne et qui me plaît vraiment, en fait. Mais bon, c'est vrai qu'au début, j'avais très peur de pas trouver ma voie, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu long. Non, coup, c'était pas long. Moi, j'étais captivé par tout ce que tu me disais. C'était hyper intéressant, et très très intéressant en fait ton parcours, et puis
parce que moi je te connais que maintenant, à l'instant T, quoi, je veux dire, à travers les différentes publications que tu as faites, voilà, ton livre, la création de ton podcast. Donc, du coup, j'avais pas du tout en tête tout ton parcours qui est très riche et qui finalement m'amène à la réflexion avec tous les invités que j'ai eus, que une fois de plus on arrive à capitaliser et réussir en essayant, en testant des choses. Le parcours est pas facile, souvent on a des difficultés, mais finalement on arrive à rebondir en se posant les bonnes questions et en essayant de systématiquement de trouver sa place. Tout à fait, complètement. Et c'est important aussi d'avoir cette capacité à entendre qu'on n'est pas bien et qu'il faut quitter, quoi. Et souvent, on n'ose pas quitter, on se dit, mais souvent, tous les invités que j'ai eus, ils ont tous eu finalement des difficultés à un moment donné, et ils ont su oser, en fait, tout simplement, hein, c'est souvent le mot, ils ont su oser et tester, ils ont pris leur courage à deux mains, ils se sont lancés, et puis très souvent, ça a pris du temps pour certaines choses, mais en tout cas, avec le temps, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, à réussir, à aller vers les projets qu'ils avaient envie, quoi. Et ça, c'est génial, je trouve. Ouais, je trouve que c'est ce que tu as dit, c'est important parce que le fait de... Je trouve que, quelque chose que j'observe pas mal, c'est que parfois on reste très longtemps dans des situations, mais que ce soit à tous les niveaux de la vie, que ce soit au travail ou dans une relation même amoureuse ou dans une amitié ou dans des situations finalement qui peuvent être nocifs pour nous, qui ne sont pas alignés avec la personne qu'on est ou qu'on souhaite devenir et qui nous desservent en fait, et on reste dans ces situations-là par peur de l'inconnu derrière. Si on sort de ces situations, si on prend le risque d'oser, comme tu l'as très bien dit, parce que c'est vraiment le mot oser, prendre un risque. Mais justement, en fait, finalement, le fait de rester dans ces situations-là, c'est aussi un risque qu'on prend, et c'est aussi quelque chose qu'on va devoir... c'est aussi quelque chose qui a des conséquences derrière, et les conséquences, c'est souvent qu'on a la sensation de pas exprimer notre plein potentiel, ou de pas vivre notre vie d'une façon qui va vraiment honorer ce qu'on souhaite devenir et ce qu'on souhaite être. Et c'est vrai que ça fait peur, mais je pense que parfois on se met trop de pression et on se dit si je quitte ce job, si je quitte ce travail, si je quitte cette relation, ou c'est comme si j'ai échoué, c'est comme si j'abandonnais, et on s'identifie à ça et on se dit si je fais ça, moi-même je serai un échec, je serai je serai en échec, alors que c'est faux en fait. Finalement, abandonner parfois ou quitter quelque chose, c'est parfois une grande réussite, et c'est quelque chose même à célébrer. Quand tu quittes quelque chose qui n'était pas bénéfique pour toi et qui allait à l'encontre de ton développement, de ton développement personnel ou professionnel d'ailleurs, c'est une réussite, et c'est vrai que ça fait peur, mais y a que comme ça en fait qu'on peut grandir, c'est en se mettant dans l'inconfort à certains moments, quoi. Très souvent, on a la peur de l'inconnu, et aussi on a tendance à se faire des films, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment dommage, parce que du coup, mais je pense que c'est quelque chose qui se pratique en fait, hein, le fait de... Alors on parle de mental, hein. Le mental, si tu devais le définir, ce mot, tu poserais quoi toi comme définition? On est en pilotage automatique, et donc pour moi le mental, c'est vraiment cette machine à l'intérieur de nous qui est capable de nous faire avancer, de nous faire progresser, évoluer, de nous faire accomplir plein de choses, de nous aider à résoudre des problèmes, mais elle peut aussi être parfois nocive à notre développement personnel quand on ne la contrôle pas et quand elle nous contrôle. Donc pour moi, le mental, c'est vraiment quelque chose que l'on doit apprendre à contrôler au lieu d'être contrôlé par notre mental. Et quand on se laisse contrôler par notre mental, c'est souvent quand on est en pilotage automatique et quand on laisse un peu nos pensées tourner en boucle et prendre le dessus sur nous, et du coup diriger notre vie de façon totalement inconsciente. Quand on prend conscience, quand on observe notre mental, quand on fait appel à lui à des moments clés et des moments précis pour nous servir, c'est à ce moment-là que notre mental peut être un outil
extrêmement puissant et efficace dans notre vie. Mais donc voilà, pour moi c'est vraiment une nuance importante à faire sur le mental. Et si je te dis avoir un bon mental, est-ce que tu le définis comment toi? Quelqu'un qui a un bon mental? En fait, pour moi, justement, ça revient à ce côté... pour moi, quelqu'un qui a un bon mental, c'est quelqu'un qui s'est entraîné et qui a appris à utiliser son mental plutôt qu'à être utilisé par son mental. Donc, pour moi, la différence, c'est que quand tu apprends à utiliser ton mental à ton avantage, tu vas t'entraîner à te focaliser, à te concentrer sur ce qui va te servir dans le moment présent et dans le futur proche ou lointain. Donc, tu as cette capacité à utiliser ton mental pour te focaliser sur ce qui t'est utile, au lieu de laisser ton mental se focaliser sur des choses qui sont absolument inutiles, sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, qui n'apportent aucune valeur à ta vie ou à celle des autres. Et c'est là où, du coup, le mental peut devenir assez dangereux, assez nocif. Pour moi, quelqu'un qui a un très bon mental, c'est quelqu'un qui est capable de filtrer ce qui est inutile et ce qui va le desservir et desservir les autres, et qui est capable de se focaliser et donner son attention sur ce qui va lui permettre de grandir, d'apporter de la valeur à sa vie et à celle des autres. Ok. Et toi, Mariam, est-ce que tu d'un point de vue personnel, tu as des exercices, des choses que tu pratiques, toi, au quotidien, pour ton mental? Alors justement, pour moi, il y a pas mal d'exercices, il y a pas mal de choses, et ce que je veux aussi souligner, c'est que il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une recette qui sera applicable à tout le monde, mais par contre, ce qui est important de faire pour développer sa force mentale, c'est de s'entraîner avec différents outils, différents exercices, voir ce qui marche le mieux pour toi, pour chaque personne. Moi, par exemple, dans ma boîte à outils, parce que je considère que c'est un peu comme une boîte à outils que j'utilise pour développer ma résilience et ma force mentale, dans ma boîte à outils, il y a par exemple le sport, la méditation, le dialogue intérieur que je vais pratiquer avec moi-même. Il y a la nutrition aussi, parce que la nutrition, ça peut paraître bête, mais ce qu'on mange, ça a un impact sur notre mental, sur la façon dont on se sent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans cette boîte à outils. Il y a par exemple aussi les affirmations positives, il y a vraiment pas mal de choses. Une routine matinale, une routine du soir, c'est pour moi des outils qui nous aident à développer un mental plus fort. Quand on est capable d'être en mesure de contrôler son temps, on peut aussi commencer à contrôler son esprit, son mental, ses pensées. Avoir une pratique de pleine conscience, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important pour développer sa force mentale, puisque plus on est capable de se concentrer et de mettre toute notre attention sur le moment présent, plus on va être en mesure d'avoir un mental fort et résilient, puisqu'on ne va pas se laisser déborder par des pensées qui vont être totalement néfastes et toxiques en fait pour nous-mêmes. Donc ouais, il y a pas mal d'outils qui sont efficaces pour ça. Ok, c'est super. Tu nous as fait une réponse hyper complète et super utile. Merci. Que les auditeurs apprécieront très certainement comme moi j'ai pu l'apprécier. Si te dis l'enthousiasme est primordial pour le mental, t'en penses quoi? L'enthousiasme, ouais, je trouve que c'est quelque chose d'important. Moi, je le vois un peu comme une forme c'est de l'énergie en fait. Je suis totalement d'accord. Je trouve que si on n'a pas cette énergie vitale et cet enthousiasme, on aura du mal à... Après, quelque chose que je veux aussi souligner, c'est que pour moi, développer son mental, c'est aussi cette capacité à se faire prendre les actions qui sont bénéfiques pour nous, même quand on manque d'enthousiasme. Et ça, c'est important pour moi de le dire, parce que je pense que on a souvent tendance à être dans cette dynamique où on s'attend à toujours être enthousiaste, à avoir vraiment cette motivation pour se faire prendre les actions qui sont importantes et bénéfiques pour notre développement personnel ou professionnel, ou voilà, ce qui pour notre vie en fait. Alors que finalement, c'est dans notre capacité à agir, même quand on manque d'enthousiasme, qu'on va justement développer cette résilience mentale. Et ça, je pense que c'est important de s'en rendre compte. On va parler un peu de confiance. Mm-hmm. Alors,
naturellement, tu as toujours eu confiance en toi ou ta confiance, du coup, elle s'est construite avec le temps? Et si elle s'est construite avec le temps, comment tu t'y es prise pour voilà être la femme que tu es aujourd'hui, confiante dans ce qu'elle entreprend, etc., etc. Alors c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que justement, j'ai l'impression que il y a cette croyance un petit peu que les gens qui ont confiance en eux ont cette confiance naturellement, que c'est inné et que pour eux c'est peut-être plus facile parce qu'ils ont X, Y, Z de facteurs qui les aident à avoir confiance en eux. Et justement, pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour nous tous d'ailleurs, parce qu'on développe tous des croyances à un moment donné dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre développement qui font qu'on va manquer de confiance en nous. Moi, j'ai pas toujours eu confiance en moi, et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux être totalement honnête. J'ai vraiment beaucoup manqué de confiance en moi quand j'étais plus jeune. Je doutais énormément de moi, j'avais très peu d'estime de moi-même, et en fait, c'est quelque chose que j'ai développé. En fait, il n'y a pas une seule chose que j'ai faite qui m'a aidé à avoir confiance en moi. Il y en a vraiment plein, et c'est quelque chose que je veux vraiment souligner là-dessus parce que je suis aussi en train de créer un programme de confiance en soi. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un peu cette boîte à outils dont je parlais tout à l'heure. C'est que il n'y a pas un seul outil qui va nous permettre d'avoir confiance en nous. Il y en a une multitude. Et c'est vraiment, il y a plein de facettes à ça. Et certaines facettes, c'est que pour moi, ce qui m'a aidé, c'est de justement de prendre les actions que je devais prendre et que je dois prendre, même quand j'en ai pas envie. C'est l'autodiscipline, c'est une partie énorme de la confiance en soi. Quand on arrive à se discipliner soi-même, on crée de la confiance parce qu'on tient notre propre parole. On tient nos promesses envers nous-mêmes. On a décidé de faire quelque chose, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose, et on va le faire, on va honorer notre parole, on va honorer notre promesse. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, si on y réfléchit, dans nos relations, on n'aurait jamais confiance en quelqu'un qui nous dit qu'il va faire quelque chose, qui nous dit que il va nous aider sur un sujet ou on peut compter sur lui, mais qui ne tient jamais sa parole, qui n'est pas fiable, qui n'est pas présent dans les moments où c'est vraiment nécessaire. On n'aurait pas confiance en cette personne parce que cette personne ne tient pas sa parole. C'est exactement le même mécanisme avec nous-mêmes. On se fait de plus en plus confiance quand on est capable de tenir notre parole de façon constante. C'est pas juste un jour je me dis que je vais aller faire du sport, je le fais, et l'autre jour je le fais pas. C'est vraiment une pratique constante à construire. C'est vraiment sa réputation personnelle, la réputation qu'on a envers nous-mêmes. Est-ce qu'on tient notre parole? Ensuite, il y a différentes facettes. Il y a notre estime de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on s'estime? Comment est-ce qu'on se donne de la valeur? Est-ce que la valeur que je me donne, elle est basée sur l'extérieur, sur mon ego, sur mes accomplissements, sur mon travail, sur mon statut, sur les titres qu'on va me donner, sur ma relation amoureuse, sur mon apparence physique, sur mon nombre d'abonnés sur les réseaux? Est-ce que ma confiance en moi est basée, mon estime de moi est basée sur toutes ces choses-là, qui sont totalement nourries par l'ego, qui peuvent même nourrir une certaine vanité? Ou est-ce que mon estime de moi-même est nourrie par des éléments intérieurs qui sont propres à moi et qui ne sont définis que par moi, comme par exemple ma capacité à être en alignement, en intégrité avec mes valeurs, la compassion que je vais avoir pour moi-même et pour les autres. Est-ce que je vais définir mon estime de moi par ce fort intérieur, ces piliers à l'intérieur de moi que je vais moi-même définir, ou est-ce que je définis ma valeur en fonction des autres? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand on fait ce switch, quand on fait ce changement et qu'on décide que notre valeur n'a absolument rien à voir avec l'extérieur, n'a absolument rien à voir avec notre apparence physique, notre statut dans la société, l'argent qu'on gagne, enfin tout ça, c'est vraiment des choses qui sont totalement reliées à l'ego. Et d'ailleurs, on peut le voir souvent, hein, les personnes qui définissent leur valeur en fonction de ces choses-là, quand elles les perdent, elles sont totalement perdues. Elles ne savent plus qui elles sont sans leur argent, sans leur statut, sans leur célébrité, ces personnes-là n'ont plus du tout de piliers, et du coup, elles peuvent très rapidement sombrer en dépression, ne plus sentir qu'elles ont aucune valeur dans la société, et c'est très très dangereux de se définir par ces choses-là. Donc ça, c'est une autre façon
de construire sa confiance en soi. Après, il y a vraiment tellement d'autres choses. La capacité à sortir de sa zone de confort, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Je me suis forcée à faire des choses, à être dans l'inconfort, que ce soit dans mes relations sociales. J'avais beaucoup d'anxiété sociale à un moment donné. J'avais du mal à être avec plus de 2 personnes en même temps, à parler à plus de 2 personnes en même temps. C'était extrêmement anxiogène pour moi, et je me suis vraiment exposée de plus en plus à des situations inconfortables où je suis sortie de ma zone de confort, et ça m'a aidée à être de plus en plus à l'aise avec l'inconfort. Après, je tiens à préciser quelque chose. Toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles je travaille tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Je considère pas que j'ai à 100% confiance en moi tout le temps, en toutes circonstances. J'ai énormément de progrès à faire là-dessus. Comme tout le monde, en fait, c'est un travail qui se fait constamment. Pour moi, c'est le travail d'une vie, et c'est pas quelque chose qu'un jour on va se réveiller le matin et se dire bah c'est bon, j'ai confiance en moi, j'ai plus d'efforts à faire. Mais bon, voilà, c'est des exemples pour expliquer un peu comment j'ai commencé à prendre confiance en moi. Il y a vraiment plein de choses à dire sur le sujet. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Et ouais, je vois ça. Je vois que c'est un sujet qui t'inspire. Bah, du coup, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ta formation. Moi, si je devais synthétiser les choses, souvent, bah, je trouve que l'estime, c'est un peu le socle d'une maison, c'est les fondations d'une maison que nos parents vont souvent, la plupart du temps, nous donner. Donc, ils vont nous mettre sur des bonnes bases. Et ensuite, c'est au gré des expérimentations et des analyses qu'on va pouvoir en faire, qu'on va mettre brique par brique et construire notre maison et notre confiance jusqu'à arriver au sommet, c'est-à-dire quand on met le toit, quoi. Et c'est un peu ma représentation un peu de l'estime et de la confiance. Elle est un peu là, quoi. En tout cas, en ce qui me concerne. Ouais, je suis d'accord avec toi, totalement. T'as souligné un truc important, c'est le regard des autres. Ouais. Quand je te dis le regard des autres, ça fait écho à quelque chose en toi ou pas? Le regard des autres, bah, je pense qu'on a souvent peur du regard des autres. Moi-même, j'ai vraiment, j'ai pris conscience il y a quelques années que j'accordais trop d'importance au regard des autres, et que je cherchais une validation, une confirmation. Il y a peut-être 4 ans, je crois, à peu près, j'ai vraiment eu cette sorte de déclic où j'ai compris que j'étais en recherche de validation, de confirmation, de la part des autres, et j'essayais justement de construire, enfin de m'estimer à travers ce regard-là. Et c'est quelque chose que, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a libérée, parce que même si j'étais consciente que c'était possible, enfin que c'était quelque chose qu'on faisait en tant qu'être humain dans notre société de façon générale, j'étais pas vraiment consciente que moi je le faisais. Je pense que je ne m'en rendais absolument pas compte. Et quand je me suis mise face à cette vérité, bah ça m'a aidée à me détacher de ça. Et j'ai décidé, je me suis vraiment fait une promesse à moi-même que j'allais tout faire pour ne pas être esclave du regard des autres et de ne pas vivre ma vie pour les autres. Parce que c'est extrêmement effrayant d'avoir ce regret à la fin, de se dire bah j'ai vécu ma vie pour les autres, pour plaire aux autres, pour être aimé des autres, et moi-même en fait je me suis pas vraiment plu à moi-même, j'ai pas vraiment été en alignement avec ce que je suis moi, et ça c'est terrible, et je pense que on perd notre pouvoir quand on fait ça, on le donne aux autres, et c'est très important de reprendre son pouvoir. Super. Ça va faire du bien à plein de gens, ça. Ouais, j'espère. Ah ouais, non, c'est sûr. Hein. De toute façon, on le retrouve de partout, hein, dans le sport. Quand on est enfant, on regarde si papa et maman ils sont contents du match qu'on a fait. Ouais. En fait, on le retrouve tout le temps, en fait. Donc du coup, c'est bien. Plus vite, on s'en affranchit du regard des autres, et mieux c'est, quoi. Et si on peut le faire très tôt, même dans sa jeunesse, je crois que c'est vraiment super. Je suis d'accord avec toi. On va parler de motivation. Mm-hmm. Alors, comment tu trouves ta motivation au quotidien, toi? Alors, la motivation, c'est quelque chose... je vais être totalement honnête sur mon point de vue là-dessus, c'est que
Je pense que la motivation, c'est très important, dans le sens où, par exemple, une façon pour moi de trouver de la motivation, c'est de visualiser les objectifs que j'ai. C'est-à-dire que, par exemple, je vais visualiser l'impact que je veux avoir, je vais visualiser la vie que je veux créer, je vais visualiser la liberté que je veux ressentir à l'intérieur de moi. Et quand je vais visualiser ces choses-là, je vais me mettre dans un état émotionnel où je vais ressentir ce que je souhaite ressentir à ces moments-là. Et du coup, ça va me donner de l'énergie et de la motivation, du coup, puisque la motivation, c'est une forme d'énergie, pour prendre les actions et pousser et aller un petit peu encore plus de l'avant. Mais par contre, ce que je veux dire par rapport à la motivation, pour moi, c'est que la motivation, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on peut créer, mais qui n'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que il faut pas compter sur la motivation pour agir et pour prendre les actions qui vont être bénéfiques pour notre épanouissement personnel. La motivation, on va pas la trouver tous les jours. Il y a des matins, enfin très souvent même le matin quand on se réveille. D'ailleurs, je pense que l'exemple des athlètes de haut niveau, c'est un bon exemple là-dessus, parce que je pense pas que les athlètes ou qui que ce soit d'ailleurs qui fasse un job ou qui ait un challenge dans sa vie soit tout le temps motivé à l'attaquer, à agir pour surmonter ce challenge, pour le surpasser, pour triompher. On n'est pas tout le temps motivé pour même dans un projet ou peu importe, on n'est pas tout le temps motivé. On va se réveiller le matin, on va être en pleine négociation avec nous-mêmes pour procrastiner, se reposer, ne pas faire les choses. Puis à un moment donné dans la journée, on va avoir un pic de motivation et puis après ça va repartir. Donc la motivation, c'est pas quelque chose sur lequel je me fie à 100%. Pour moi, c'est important de travailler mon autodiscipline et ma capacité à être disciplinée de façon constante, en fait. Et ça, pour moi, c'est plus l'autodiscipline, quand on la développe et quand on prend l'habitude de se discipliner, c'est-à-dire de faire ce qui est important de faire pour nous, les actions qui sont utiles pour nous, même quand on n'en a pas envie, c'est ce qui est plus fiable pour moi que la motivation. Ok, c'est clair. Et est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir ? Ah, c'est une bonne question. Alors, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut créer, de nos objectifs. Cette vision, pour moi, elle est absolument essentielle. Si tu sais pas ce que tu veux créer, si tu sais pas où tu veux aller, en fait, t'iras nulle part, en fait. Hein. Ce sera un petit peu, tu seras en pilotage automatique. Alors que si tu sais où tu veux aller, tu vas prendre le volant de ta voiture et puis tu vas aller dans la direction où tu souhaites aller. Alors bien sûr, tu vas avoir des embûches, tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des imprévus. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir un plan, effectivement, d'avoir un déroulement ou des étapes à suivre que tu vas te créer pour toi-même. Mais je pense qu'il faut être en même temps très flexible sur le plan et se dire que peut-être que l'étape B, peut-être qu'elle va pas se passer exactement comme tu le pensais et peut-être que tu vas devoir pivoter, changer un petit peu de stratégie. Et puis tu vois, à partir de ce moment-là, quand tu as cette flexibilité, ton plan, il va se réajuster au fur et à mesure de ton trajet, en fait, tu vois. Mais bien sûr, je pense que c'est essentiel d'avoir un plan, une vision très claire et des étapes, tu vois, dans ton plan, tu vas te dire, ok, étape 1, étape 2, étape 3, de se fixer des deadlines, c'est important aussi d'avoir une sorte de vision de ce que tu vas faire sur le temps, tu vois. Ça aussi, c'est une façon de sortir du pilotage automatique, de se dire, ok, cette semaine, mes objectifs, c'est ça. Et ces objectifs-là vont contribuer à avancer dans mon plan, dans ma vision et à rendre cette vision réalité, tu vois. Donc cette semaine, mes objectifs, ce mois-ci, mes objectifs, ce trimestre, voici mes objectifs, cette année. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et ça c'est quelque chose dont j'ai même pas encore parlé dans mes vidéos, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écrire mes objectifs annuels, de les imprimer et de les lire à voix haute tous les matins, tous les jours. Je me suis habituée à faire ça. Alors bien sûr, il y a des jours où je le fais pas, et c'est quelque chose que j'ai
que j'essaye vraiment de travailler cette discipline, de me répéter mes objectifs parce que ça amène mon cerveau à me concentrer là-dessus et à prendre les actions nécessaires. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir un plan. Ok, t'as bien répondu à la question. En tout cas, de ton point de vue, parce que certains disent que il faut un plan, mais que nécessairement il est, il y a de la remédiation au plan, quoi. Et que oui, c'est important de se dire. C'est pas forcément un gage de réussite, quoi. Bah, je pense que si on est trop rigide sur le plan, on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul, en fait, parce que si justement on se dit mon plan c'est ça et il faut que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe exactement comme le plan que j'ai créé, finalement on va être trop rigide et c'est important d'avoir une certaine flexibilité et de se dire peut-être que ça va pas se passer exactement comme prévu, mais dans tous les cas je vais m'adapter, je vais me réadapter, je vais rebondir, tu vois, et c'est important d'avoir ce mindset et c'est un mindset je pense qui est essentiel pour réussir. Alors là, on va parler de gestion des émotions. Et je voulais savoir si tu avais déjà dans tes expériences, alors du coup, tu as travaillé en entreprise, tout ça, si tu avais déjà connu de la pression ou du stress et comment tu avais fait pour la gérer et y remédier. Ouais, c'est une bonne question. Oui, bien sûr, j'ai déjà ressenti beaucoup de pression, beaucoup de stress. Moi, ce qui m'aide, c'est de revenir à mon corps, en fait. Justement, je parlais tout à l'heure de pleine conscience. Ce qu'on dit en anglais, le terme en anglais, c'est mindfulness. C'est-à-dire, c'est cette pratique d'être en pleine conscience de son corps, de revenir au moment présent et de pas laisser son mental commencer à créer un chaos à l'intérieur de nous où on commence à être submergé par l'anxiété, le stress, la peur. Et ça, c'est vraiment, en fait, totalement inefficace. Et puis, je me rappelle toujours que le stress ne va pas forcément, en tout cas, l'anxiété ne va pas m'aider à gérer et à répondre à cette situation de façon utile et bénéfique. Donc, je reviens à mon corps. C'est un entraînement, hein, c'est pas quelque chose que je fais parfaitement bien tout le temps. Parfois, je suis submergée par l'anxiété et le stress. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment de pratiquer cette pleine conscience et c'est quelque chose sur lequel je m'entraîne tous les jours, de revenir à mon corps, de me dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment même, de revenir à mes sensations corporelles, à mon cœur, de vraiment me concentrer sur un point dans mon corps et de ne pas donner mon attention à tout ce qui se passe autour de moi parce que quand je suis capable de me concentrer et d'être en pleine conscience de mon corps dans le moment présent, je peux mettre mon attention sur le problème sans être submergée par toutes les émotions désagréables qui vont m'empêcher de répondre et de résoudre le problème, tu vois. Donc moi, c'est ma façon de gérer ça. Ok. Alors tu parles d'être concentré, d'être focus. Comment tu fais ? Comment tu t'y prends en fait pour arriver à avoir cette zone de concentration ? Par exemple, je vais te donner un exemple assez qu'on peut tous faire, même pour les personnes qui nous écoutent maintenant. En fait, il faut revenir il faut revenir au moment présent, et pour revenir au moment présent, il y a des petites astuces très simples. Tu peux commencer à observer ce qui se passe autour de toi dans la pièce, te concentrer sur ce que tu entends, les bruits autour de toi, les odeurs. En fait, il faut vraiment utiliser ses sens. Tu peux toucher, par exemple, je sais pas moi, une table, ton tapis, ou j'en sais rien. Mais revenir au moment présent, se déconnecter un petit peu de ce qui est virtuel, de ce qui se passe dans sa tête, et de simplement être dans l'observation, l'observation par le toucher, par l'odorat, par la vue, etc. Ça, c'est des choses qui aident vraiment à s'ancrer dans le moment présent, à se focaliser. Pour moi, ce qui aide à développer sa capacité de concentration, c'est aussi la méditation. Il y a énormément de formes de méditation différentes et la méditation, c'est un peu le sport du cerveau et de la concentration. Pour moi, vraiment, c'est vraiment ça, hein. Et c'est quelque chose qui se pratique, c'est pas quelque chose, on va pas faire de la méditation une fois et se dire c'est bon, je suis capable de me concentrer sur ce que je veux quand je veux et de filtrer ce qui est négatif et inutile pour moi.
mais c'est quelque chose qu'on développe. C'est comme quand on va à la salle de sport et qu'on veut devenir musclé ou qu'on veut un peu perdre de poids, ça va pas se passer en une semaine, en 2 semaines, ça va se passer au cours de mois, d'années. C'est vraiment un travail sur le long terme. Donc, moi, ce qui m'aide à me concentrer, c'est toutes ces choses-là, en fait. Ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire qui s'appelle L'effet cumulé. Ah, ok. L'idée, c'est que pour avoir des résultats, quoi qu'il en soit, bah, il faut être persévérant et régulier dans ce qu'on entreprend. Et que c'est que comme ça qu'on arrive à des résultats. Après, la question sur laquelle on peut pas tabler et être sûr, c'est le temps que ça va prendre. Parce que oui, le temps, exactement. pour certains, peut être plus rapide pour d'autres. Et du coup, en tout cas, le fait de faire, d'être en action et de faire un petit peu tous les jours, amène en tout cas à la réussite. Totalement d'accord avec toi. Alors, une petite dernière question avant de conclure. On dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Toi, tu en penses quoi ? Il ne faut rien lâcher. Ah, je sais pas, c'est une phrase qui est un petit peu... Si on entend cette phrase dans le sens où il faut pas abandonner, même quand c'est dur, il faut continuer et puis il faut être constant dans son effort, ça je suis totalement d'accord. Je pense que justement quelque chose que je veux aussi dire pour terminer, c'est que la capacité, la force mentale qu'on va avoir, elle va beaucoup dépendre des efforts qu'on va fournir sur le long terme, de façon constante. Et je pense qu'on a souvent envie que ça se passe très vite et de trouver des astuces un peu miracles et qui vont vraiment débloquer tous nos problèmes très rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne nous aide pas à réellement construire cette force mentale. Pour construire cette force mentale, il faut être patient, il faut fournir des efforts même quand on n'en a pas envie, même quand on manque d'enthousiasme, même quand on manque de motivation. Et c'est vraiment, justement, oui, cette capacité à ne pas abandonner, à continuer, même quand on sent que voilà, c'est très dur, qui va faire que petit à petit, on va construire cette résilience, cette solidité mentale. C'est quelque chose qui prend du temps et il faut vraiment accepter que ça prend du temps. C'est vraiment comme tout. Il y a quelque chose, il y a une phrase en anglais que j'ai entendue d'un entrepreneur américain qui s'appelle Tom Bilyeu, que j'adore, et qui exprime bien ça. Il parle de retarder la gratification, en fait, de retarder le plaisir, en fait, et se dire que parfois cette capacité qu'on va développer à ne pas forcer, à ne pas choisir le plaisir immédiat dans le moment présent et à choisir parfois même la difficulté, c'est ce qui va nous permettre de construire cette force mentale, parce que c'est vraiment le jeu de l'autodiscipline, en fait. Être dans l'autodiscipline, c'est cette capacité à ne pas choisir le plaisir immédiat et à choisir ce qui est bénéfique pour nous, pour construire notre respect envers nous-mêmes, pour construire notre force mentale. Et donc, ouais, je suis vraiment alignée avec ça. Écoute, je te remercie vraiment pour toute ta disponibilité et puis tous les éclairages que tu as pu amener aujourd'hui aux différentes questions sur le mental. Et merci comme d'habitude, je te laisse, je te laisse le mot de la fin pour conclure ce podcast et pour si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose qui te tient à cœur pour clôturer ce podcast, la parole et je te la laisse volontiers pour terminer. Puis je te dis encore merci beaucoup, Marianne. Merci à toi, Sébastien. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était hyper intéressant. S'il y a bien quelque chose que je veux dire pour conclure, c'est que développer son mental et se développer soi-même, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui est vraiment unique pour chacun d'entre nous. Donc, c'est vraiment important de pas se décourager si vous essayez des astuces, des outils, des exercices et que vous avez l'impression que ça n'a aucun effet sur vous et que c'est pas ça qui marche. Essayez d'autres choses.
que ce soit pour la méditation, il y a tellement de formes de méditation différentes. Si la méditation ça fonctionne pas, on peut très bien essayer le yoga, on peut essayer les arts martiaux, le sport, différentes formes de mouvement et de sport. Si les affirmations ça fonctionne pas pour vous, essayez autre chose. Il faut pas abandonner, il faut pas se décourager quand quelque chose ne marche pas. Il faut trouver ce qui marche pour vous et vous dire que ce qui va marcher pour vous, c'est unique et ça vous appartient à vous. Et c'est pas forcément toujours utile de répliquer à la lettre ce que quelqu'un d'autre fait parce que cette personne ne vit pas votre vie, elle n'est pas forcément passée par les mêmes choses que vous, elle n'est pas la même personne exactement que vous, donc c'est important de prendre le temps de définir, d'essayer différentes choses et de voir ce qui marche vraiment pour votre développement personnel. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour conclure. Super, merci beaucoup Mariam. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir le podcast de Mariam, l'école de la vie, que vous retrouverez sur Apple Podcast, Spotify et certainement d'autres plateformes de diffusion, mais n'hésitez pas aussi à aller découvrir son livre, Le journal pour les hypersensibles aux éditions Hachette Pratique. Et puis, vous pouvez aller écouter ses nombreux conseils sur TikTok, Instagram. Ils font du bien. Et puis, voilà. Bonne continuation à toi, Mariam. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci à toi aussi. À très bientôt. Merci, Sébastien. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.